Bonsoir, nouvelle semaine sur TV Fil 78 pour le 7-8, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des Yvelines. Ce soir, je reçois tout d'abord François Fontaine. Bonsoir, vous êtes proviseur du lycée Louis Blériot et Jean-Pierre Félix. Vous êtes le chef de travaux de cet établissement. Vous venez d'organiser la cérémonie de récompense du prix de roquetterie pour vos élèves qui se sont illustrés lors de cette finale internationale. C'était à Londres en juillet dernier, finale de lancer de fusée en quelque sorte. On reviendra sur le détail dans un instant. Mais déjà, un mot peut-être du proviseur. Quel sentiment vous avez eu quand vous leur avez remis ce prix à ces élèves? C'est une première pour un établissement français de recevoir ce prix de roquetterie déjà. C'est une première pour un établissement français, c'est même une première tout court parce que c'était la propriété chasse gardée des Américains depuis la création du concours. Une immense fierté et qui était partagée. C'est-à-dire que c'était une fierté au niveau de l'établissement, mais de la part de ses élèves aussi. C'est quelque chose qui était flagrant au moment de la remise de récompense. En présence du petit-fils qu'on peut apercevoir sur les images de Louis Blériot, oui, qui a donné son nom à l'établissement. Même fierté pour le chef de travaux de l'établissement qui a accompagné ses élèves sur ce projet de roquetterie. Absolument, absolument. Très très fier d'eux et toute l'équipe. Vous restez avec nous, on va reparler de ce prix, on va parler également de vos projets et ils sont nombreux pour cet établissement Louis Blériot à Trappes. Nous reviendrons également ce soir avec notre prochain invité, Titôme, sur la sortie de son premier album. C'est un artiste, compositeur, auteur, chanteur du département. Vous saurez tout sur son premier album, Rêve de gamin. Et puis la page sport, comme chaque lundi, la chronique sport avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Ce soir au programme, une édition spéciale, une page spéciale sur la Coupe de France de football. Nous analyserons les fortunes diverses des clubs saint-quentinois qui étaient encore en lice ce week-end. Et nous recevrons d'ailleurs le capitaine des moins de 19 ans du football olympique de plaisir. Aussi, nous parlerons de football américain, des Templiers d'Élancourt, avec le président qui sera avec nous, qui prépare sagement leur saison après leur belle montée. Et une petite surprise en fin de chronique avec cet invité. Je ne vous en dis pas plus, mais on peut dire qu'il y aura des pompons et de la musique. Et qu'elles sont plusieurs. Vous avez déjà beaucoup d'indices pour éventuellement trouver de quoi il s'agit. Et puis, comme d'habitude, les résultats du week-end. Tous les résultats, bien sûr, tout savoir sur le sport du week-end lors de la chronique sport dans une quinzaine de minutes. Nous allons à présent passer aux principaux titres de l'actualité de ce 29 octobre. En images, la fête de l'Aïd el-Kébir pour les musulmans, c'était ce vendredi. Nous avons suivi une prière à Saint-Cyr-l'École. L'association locale en a profité pour réaffirmer sa détermination à voir se créer une mosquée sur le secteur. Les communes ont en charge l'organisation de la vie scolaire et du temps extrascolaire. Toute une réflexion qui a fait l'objet d'assises autour de l'éducation. Cela s'est déroulé au Clé-sous-Bois. Et puis en sport, en Coupe de France de football, week-end difficile pour les clubs locaux. Nous le disions il y a quelques instants. Versailles s'est incliné au 6e tour face au Lila. En Coupe d'Ambardella, Guyancourt a gagné face à Verrières-le-Buisson. Plaisir a perdu face à Saint-Leu. À Magny, les hameaux, il fallait aimer courir dans le froid ce dimanche pour le trail des 7 hameaux. 3e édition, 1000 concurrents sur la ligne de départ. Le vainqueur du 27 km est licencié à Versailles. Il s'appelle Jonathan Triorem et a couru en un peu plus de 2 heures. La plus grande fête de la communauté musulmane s'est donc déroulée vendredi. La fête de l'Aïd el-Kébir, cette année dans une ambiance particulière entre tensions au niveau national et absence d'abattoirs mobiles dans le département des Yvelines. Alice Gastine, Patrick Jacques de Dixmude se sont rendus auprès des musulmans de Saint-Cyr-l'École et de Fontenay-le-Fleury qui s'inquiètent également de leur côté de l'absence de mosquées sur leur secteur. Vendredi 26 octobre 2012, jour de fête dans la communauté musulmane de Saint-Cyr-l'École, Fontenay-le-Fleury. C'est l'Aïd el-Kébir, jour où l'on commémore la soumission d'Abraham à Dieu. Mais malgré l'ambiance de fête, les mines sont soucieuses. Le projet de construction d'une mosquée et d'un centre culturel islamique tourne au ralenti. €par mois, c'est 2 € par semaine. Surtout sur la commune de Saint-Cyr, c'est nécessaire d'avoir un lieu de culte comme la mosquée. À ce moment-là, c'est catastrophe. On a cessé partout, on n'arrive pas à voir ni Saint-Cyr, ni Fontenay-le-Fleury. Attendez, ça fait 10 ans on attend. Non seulement il est nécessaire, mais il est indispensable, car nous avons beaucoup de familles de Saint-Cyr et de Fontenay qui sont obligées d'aller dans les mosquées avoisinantes. Aujourd'hui, les familles sont dispersées dans toutes ces mosquées-là, et il est vraiment triste qu'elles ne soient pas réunies dans un seul lieu. C'est ce terrain qui a été retenu par les différentes parties. Problème, il est situé à la fois sur les communes de Saint-Cyr-l'École et de Fontenay-le-Fleury. Le foncier appartient à la mairie de Fontenay, mais pour l'exploiter, il faudrait modifier le plan local d'urbanisme de Saint-Cyr. Hier soir, j'ai eu monsieur le maire, monsieur Bernard Debain, au téléphone. Il m'a dit qu'il n'était pas contre de ce projet, mais qu'il fallait revoir le PLU. Une consultation publique devra donc être organisée avant toute modification du PLU, ce qui peut prendre du temps. À cela s'ajoute l'échéance électorale.
Je pense que la période avant 2014 est une période où naturellement on ne va pas lancer un projet qui se raccrocherait à de la politique politicienne, mais certainement pas sur le fond. Les musulmans, qui ont pour l'instant collecté 1/5 de la somme nécessaire à la construction du bâtiment, espèrent être dans les murs d'ici 3 ans. Le bâtiment coûte en totalité 1,5 million d'euros. Le lieu de culte s'adresserait aux 1200 familles musulmanes de Saint-Cyr, Fontenay et Bois d'Arcy, soit 4000 fidèles. Le centre socioculturel serait quant à lui ouvert au grand public et proposerait des cours de civilisation et d'arabe, une bibliothèque ainsi que du soutien scolaire. Premiers invités de cette édition du 29 octobre du 7-8 en direct. Si vous nous avez rejoints à 18h, François Fontaine, le proviseur du lycée Louis Blériot, et Jean-Pierre Félix, le chef de travaux de ce même établissement. On le disait tout à l'heure, vous venez de recevoir, ou plutôt vos élèves, 4 élèves de votre établissement ont reçu officiellement le premier prix de l'International Rocketry Challenge, médaille et trophée pour les récompenser de leurs résultats. Vous étiez déjà venu avec eux sur ce plateau pour commenter un petit peu, puisque les résultats, la compétition se déroulait du côté de Londres. C'était juste avant les vacances. Il s'agit d'un championnat du monde de lancer de fusées. Concrètement, pour les élèves, ils ne sont pas là. On imagine peut-être qu'ils ne vous écoutent pas, mais vous êtes fiers d'eux. Vous pensez que ça a aussi changé leur façon de travailler au quotidien dans l'établissement, ce prix? Tout à fait. Ça les a amenés à se rendre compte que certaines disciplines étaient essentielles, alors que c'est des disciplines pour lesquelles il n'y avait pas forcément beaucoup d'intérêt au début. Maths, physique, anglais, ce sont des choses sur lesquelles on reposait, sur lesquelles ils ont pu s'appuyer pour conquérir ce titre. Et on a des élèves qui sont venus au mois de juillet, durant les vacances scolaires, pour préparer leur finale internationale. Oui, je pense que ça a changé leur approche de l'enseignement, et surtout ça leur a montré qu'ils étaient capables eux aussi de pouvoir atteindre un sommet, atteindre des sommets. Un titre de champion du monde, c'est quand même quelque chose de rare. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils sont fiers de leur établissement aussi. Extrêmement fiers. Extrêmement fiers. C'est cliché, mais il y a peut-être plus, en tout cas, de honte de dire on vient d'un établissement de Trappes. Ah non, je pense que là, Est-ce qu'elle existait aussi? Est-ce que le fait de se dire, bon voilà, on est un établissement, on est en banlieue parisienne, on vient de Trappes, qu'est-ce qu'on va faire dans cette compétition? Et ils l'ont accueilli comment, justement, cette idée de participer au début de l'année? Ils ont été, je pense, fiers déjà de pouvoir s'inscrire dans ce projet. Ils sont partis un petit peu à l'aventure sans trop savoir, sans aucune prétention, humblement. Et je pense qu'ils ont été vraiment très fiers de montrer ce que le lycée était capable de produire et de porter haut les couleurs de Blériot. Tout à fait. Il y avait vraiment une fierté. Vous avez travaillé comment avec eux? Comment vous avez vu cette évolution? Comment vous l'avez ressenti? Jusqu'au premier lancer à Caen, c'était un petit peu compliqué parce qu'effectivement, pour eux, il fallait qu'ils conceptualisent, qu'ils imaginent ce qui allait se passer. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. J'évoquais la finale du côté de Londres, mais il y a eu d'autres étapes avant. Et je crois que c'était un petit peu la difficulté de nos élèves. C'est souvent, ils ont beaucoup de mal à l'abstraction, ils ont beaucoup de mal à imaginer ce qu'il peut se passer derrière une formule mathématique, derrière leur travail au quotidien le soir. Et dès le retour de Caen, dans la camionnette, je peux vous assurer que là, ils avaient compris. Et là, à partir de là, la motivation pour Montbéliard, puis après pour Farnborough, a été extrême. Et elle l'est encore, puisque 3 de nos équipes sont inscrites pour cette année sur le challenge. Et Madi, donc, qui est champion du monde, a déjà pratiquement fini les plans de sa fusée. Et là, pour le compte, lui a l'expérience. Et on n'a rien besoin de lui dire. Ses premiers tests sont très, très prometteurs. Il a déjà fait un G2 à 2 mètres de hauteur. Parce que là, il y a eu 4 élèves qui ont été récompensés pour ce prix, qui participaient sur cette édition. Ils vont encore s'inscrire et participer l'année prochaine? Alors, une partie d'entre eux, 2 d'entre eux sont encore dans l'établissement. Enfin, un est dans l'établissement et un est au collège Courbet. Oui, parce que voilà, j'ai dit 4 élèves, mais effectivement, il y en a 3 qui étaient de l'établissement et un qui venait du collège Courbet de Trappes. Tout à fait, puisqu'au sein de notre club aéronautique, je refais un petit peu l'histoire, on accueille aussi des élèves qui souhaitent passer leur BIA. On peut même encore, on peut encore prendre des inscriptions pour cette année. Donc, ils passent leur brevet d'initiation aéronautique en même temps. Et donc, 2 de ces élèves vont, dans le club aéronautique, proposer une fusée. Et il y aura encore plus d'élèves inscrits pour cette édition. Alors. Oui. Parce que c'est 3 équipes, vous venez. Voilà, puisque 2 autres équipes sont inscrites avec, vous savez, avec la réforme du baccalauréat. Nous avons donc de l'accompagnement personnalisé. Et donc, le professeur Stéphane Razet a mis en place un module de formation pour justement développer le Rocketry Challenge. Et donc là, sous forme de volontariat, on a un mini-challenge de création de fusée au sein de l'établissement qui est en train de se dérouler. Et on pense que 2 équipes arriveront à se détacher. Donc, on
devrait pouvoir se présenter avec 3 équipes dans les différentes phases de préparation et les préliminaires pour la finale qui aura lieu à Paris. Alors ça a boosté les élèves, ça booste leurs résultats, ça booste l'établissement aussi. Il y a d'autres projets autour de l'aéronautique, de l'aviation aussi. Il y a 2 ans, le club aéronautique débutait. On était 3 enseignants à travailler le soir dans notre coin en se disant qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et au bout de 2 ans, bien écoutez, on est champion du monde, on a reçu le GIFAS, Planète Science. Le petit-fils de Louis Blériot donc, est venu nous remettre cette année les diplômes. Je dois avouer que c'est plus qu'il n'en faut. Et puis on a un autre projet, donc la Recruiter Challenge en continu. Et puis il y a le 20 novembre, nous devrions recevoir le kit d'un avion, puisque nous allons construire un avion, un biplace école, de façon à ce que nos élèves, dans 3 ans, puissent obtenir un diplôme de brevet de pilote à un prix intéressant. Donc ça va se passer avec la fédération RSA, le réseau du sport aérien. Et donc là, nous allons construire du 20 novembre jusqu'en décembre 2014, si je ne me trompe pas, l'assemblage de cet avion. Qui doit voler à terme. Absolument. C'est un biplace. C'est un Zener ZH650 pour les passionnés. Pour les spécialistes. Pour les spécialistes, pour aller sur Internet. Et puis, ils pourront suivre de toute façon tout cela sur le blog de l'établissement, sur le blog du club aéronautique. Donc, on continue notre expérience dans l'aéronautique, toujours en liaison avec notre formation, puisque nous faisons ça aussi avec la filière maintenance industrielle. Nous associons nos élèves et du club aéronautique et de la formation initiale. Parce qu'il y a un but pédagogique, bien évidemment. Derrière tout ça, c'est pas juste pour la passion des professeurs qui encadrent tout ça. Absolument. Il y a tout un outil de gestion de production qui va se mettre en place, d'audit de qualité, et puis une relation avec le monde professionnel au travers du GIFAS, au travers du RSA, chose qui permet à nos élèves de grandir et puis de voir autre chose que l'établissement stricto sensu. C'est indispensable aujourd'hui d'enseigner véritablement via ces méthodes-là de pratique et d'impliquer les élèves en dehors d'un cadre purement scolaire. C'est presque vital pour nous. Il faut être en mesure de pouvoir proposer, de montrer aux élèves vers quoi ils peuvent déboucher. Quand vous dites vital, sinon ces filières-là n'attireraient plus les élèves ? Ce sont des filières qui sont méconnues. On a fait venir l'année dernière au mois de juin des parents d'élèves pour présenter la filière maintenance des équipements industriels. Et lorsque les parents sont entrés sur les plateaux, ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être un plateau de maintenance. On a souvent une image avec une personne qui est en bleu de travail, avec une grosse clé anglaise et une burette d'huile. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui travaillent essentiellement sur un support informatique et que les ateliers, les plateaux techniques sont d'une qualité exceptionnelle. Donc, c'est une filière qui est méconnue, qui gagnerait à être davantage connue. Et donc, pour la faire connaître, vous multipliez les projets qu'on vient de mentionner avec le club d'aéronautique, d'aviation de l'établissement. Beaucoup de projets dans cet établissement. Louis Blériot attrape. Alors, on quitte ce domaine de l'aviation et de lancer de fusées. Vous participez aussi cette année à Euroscola. La France, vous allez la représenter au siège du Parlement européen à Strasbourg. En quoi consiste véritablement cette opération ? Cette opération consiste en une session parlementaire organisée pour les jeunes représentants, des lycéens représentants de leur pays. Donc, les jeunes des 27 pays de l'Union européenne vont se retrouver au mois de novembre. C'est le 23 novembre. C'est le 23 novembre, tout à fait, pour débattre de sujets aussi variés que la mixité. Alors j'ai quelques-unes des thématiques. La place des valeurs de l'Europe dans le monde, migration et intégration, environnement, énergie renouvelable. 21 élèves du lycée qui vont participer et également des élèves des 26 autres pays de l'Union européenne. Comment vous avez choisi ces élèves ? Ils sont volontaires ? Alors ces élèves font partie d'actions qui reposent sur l'ouverture européenne. On parlait du Rocketry Challenge. Il faut savoir que sur cette épreuve-là, il y a une présentation d'un dossier technique qui a été effectué en partie en anglais lors de la finale internationale. Certains de nos élèves vont faire leur période de formation en milieu professionnel à l'étranger. C'est un plus énorme pour eux de pouvoir présenter sur un CV une période de stage effectuée à l'étranger. On a aussi des classes qui travaillent sur l'e-twinning. L'e-twinning, c'est un mode d'échange, de partage entre différentes écoles de différents pays de la communauté européenne et qui peuvent reposer sur différentes thématiques, sachant qu'on peut utiliser pour ces échanges-là une langue qui est commune, qui est l'anglais. Donc on a actuellement plusieurs classes qui se sont déjà inscrites sur ce projet-là. On a des classes de CAP qui participent
participent cette année encore sur un projet e-twinning. Donc nous avons décidé de choisir nos élèves sur ceux qui étaient déjà inscrits dans une action d'ouverture européenne. Donc ça nous fait à peu près 21 élèves. Qui partiront donc le 23 novembre pour Euroscola au Parlement à Strasbourg, Parlement européen. TV Fil 78 vous suivra d'ailleurs. On viendra voir comment se passent les échanges avec les différents élèves de l'Union européenne, dont ceux de l'établissement de Trappes. On va juste regarder un chiffre à présent qui reste dans cette thématique de rencontre, d'échange entre jeunes en Europe. 25 ans cette année, nous fêtons les 25 ans du programme Erasmus, d'échange entre étudiants de l'Union européenne. Un programme qui pourrait pourtant disparaître faute d'argent. Vous l'avez peut-être entendu, les 27 pays membres de l'Union européenne doivent développer une enveloppe de 132 milliards d'euros. Ils ne sont prêts pour l'instant à verser que 129 milliards. Dans l'attente d'avancer, nous avons voulu savoir ce que vous pensiez de ces échanges. C'est notre question du jour. À quoi servent les échanges entre jeunes européens? Ça permet au moins de connaître d'autres cultures. C'est ça le plus essentiel pour moi. Et puis les langues aussi, peut-être pratiquer beaucoup mieux les langues. Parce que ça, on n'est pas très fort pour ça. Mieux se connaître entre pays. Entre jeunes européens, à maintenir une connaissance entre chaque pays. Et c'est important ça. Et puis une connaissance qu'ont les jeunes que nous n'avons pas nous. Parce que nous n'avons pas connu ça nous. On a connu qu'au contraire des différences et pas des ressemblances. Je pense que c'est profitable pour toute la jeunesse, ça forge la culture, ça apprend à connaître la vie des autres. À échanger sur la culture et sur la langue notamment, puisqu'on sait qu'en France on a un peu de mal avec les langues étrangères, donc ça pourrait permettre à apprendre peut-être plus facilement la culture et la langue d'autres pays. On parlait de ces échanges Erasmus pendant le micro-trottoir. Vous me disiez, vous êtes un petit peu des victimes aussi de l'éventuelle disparition et de réduction de ces budgets européens. Nous étions, nous, inscrits sur un projet Comenius, donc un projet d'échange non seulement entre enseignants mais aussi entre élèves, avec des élèves qui seraient allés découvrir un autre pays. Et effectivement, donc, notre candidature nationale, nous, a été retenue, mais nos partenaires, leur candidature n'a pas pu être retenue du fait de problèmes financiers. Et toujours sur cette action d'ouverture vers l'Europe, j'ai plusieurs enseignants moi, qui se lancent sur la validation de ce qu'on appelle une DNL, c'est-à-dire être capable de pouvoir enseigner, avoir l'habilitation pour enseigner leur discipline dans une langue autre que le français. Et plusieurs enseignants s'inscrivent sur dans cette action. Il y en a 6 qui vont partir en Irlande là, prochainement, justement, pour obtenir cette certification qui nous permettra par la suite d'ouvrir des sections européennes qui sont un plus évident pour un établissement tel que le nôtre. Et qui sont une fois de plus vital. Vital, c'est le mot que vous avez employé au cours de cet entretien. Vital véritablement parce que les élèves qui vont sortir de votre établissement, vous voulez qu'ensuite ils aient des références et que l'établissement Louis Blériot de Trappes soit une référence pour les employeurs potentiels après. On s'y attelle et on s'y attelle même avec un autre projet sous-jacent, sachant que dans un établissement d'enseignement professionnel, vous avez certains élèves qui ont un potentiel qui n'ont pas encore pu exprimer. Et nous sommes actuellement en train de travailler avec l'IUT de Mantes et avec le lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône sur une poursuite d'études qui aille au-delà de la poursuite d'études traditionnelle pour les élèves de bac professionnel. Un élève qui poursuit ses études généralement en bac professionnel peut s'orienter soit vers une mention complémentaire, soit vers un BTS. On voudrait pouvoir proposer, nous, à certains de nos élèves, ciblés, repérés, une possibilité de poursuite d'études vers un IUT, voire vers une classe préparatoire aux grandes écoles, une TSI qui s'adresse normalement aux élèves qui sont issus de la filière technologique. Sachant qu'on ne veut pas précipiter les choses, on prend le temps de travailler avec nos partenaires. L'idée, ce serait de pouvoir, on a déjà commencé à le faire, commencer à repérer un petit groupe d'élèves qui auraient ce potentiel-là, et de les accompagner pendant toute leur scolarité sur Louis Blériot, sur des temps forts, sur un accompagnement spécifique, avec nos partenaires, à savoir l'IUT et le lycée Jean Perrin, pour leur permettre de pouvoir envisager une poursuite d'études plus ambitieuse que celle qu'ils n'avaient envisagée au départ. Donc classe préparatoire aux grandes écoles IUT, développement aussi, création d'un avion, ce que vous nous avez mentionné tout à l'heure, la compétition roquetterie qui est renouvelée encore cette année avec d'autres élèves, j'en oublie encore Euroscola dont on a parlé ce soir, beaucoup de projets pour cet établissement Louis Blériot, merci à tous les deux d'être venus nous en parler, puis on suivra votre actualité régulièrement, actualité très chargée, vitale pour l'établissement, pour se faire connaître et pour montrer que du côté de Trappes, du côté du lycée Louis Blériot, les élèves travaillent et travaillent plutôt bien. Merci donc d'être venus en plateau. Dans un instant, la chronique sport d'Anthony Reich, comme chaque lundi, juste après ce reportage de Valérie Auribeau et Elodie Moine, elles reviennent sur les assises de l'éducation qui se tenaient au Clé-sous-Bois, au cœur des discussions, l'organisation de la vie scolaire, mais aussi du temps en dehors de l'école.
Quelle école et quelle éducation pour demain? Vaste question posée par la mairie des Clés-sous-Bois lors des premières assises de l'éducation. Pour en débattre, enseignants, éducateurs, directeurs d'école, mais aussi quelques parents s'étaient réunis à l'espace Philippe Noiret. En expert, Jean-Claude Guérin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, animait le débat. C'était une volonté justement de vouloir de réunir tous les partenaires, non seulement l'éducation, les partenaires de l'éducation nationale, mais tous les partenaires qui gravitent autour de l'enfant pour justement prendre l'enfant dans sa globalité et pas diviser en sections les différents moments d'un enfant, par exemple, au cours d'une journée. De la petite enfance à l'école, en passant par les loisirs sportifs et culturels, il s'agissait pour les débatteurs de prendre en compte chaque moment de la journée de l'enfant. La ville des Clés fut déjà précurseur dans l'aménagement du temps de l'enfant à l'école Victor Hugo. Afin d'apporter un autre regard de l'enfant sur l'école, la ville avait proposé, après la pause déjeuner, un temps loisirs, sport, culture et théâtre avec différents intervenants. Ces premières assises étaient l'occasion d'une autre réflexion. Il faut l'implication des parents, c'est tout, parce que c'est pourquoi nous sommes là. Parce que si on laisse que dans l'école faire le travail des parents, ça ne va pas aller. Donc c'est pourquoi nous sommes là. L'école d'aujourd'hui est déjà très bien organisée. On peut l'améliorer, c'est clair. Il n'y a pas que l'école à améliorer, il y a tout l'environnement et les parents en particulier. On peut l'impliquer dans l'école, mais on peut aussi exiger d'eux qu'ils aient aussi les mêmes objectifs que l'école. Ce matin, on a parlé de manière très générale de l'enfant dans sa globalité, et trouver la position de chacun, la position de l'éducation nationale et des enseignants, mais aussi le rôle, disons, des parents, et puis au-delà de tous les intervenants qui viendront pour se compléter. Un débat très philosophique. De prochaines assises ne sont pas prévues pour l'instant.